Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents, Monsieur le Président du Conseil des professions, Mesdames, Messieurs les administrateurs, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères, Mesdames, Messieurs les adhérents, chers collègues, Mesdames, Messieurs les partenaires, mes chers amis, le moment est venu pour moi de conclure notre Convention nationale. J'éprouve toujours autant de plaisir à vous retrouver pour partager ce qui réunit et nous anime. La fierté de bâtir un cadre de vie plus agréable pour nos concitoyens, la fierté de contribuer à rendre nos territoires plus attractifs et surtout, la fierté d'entreprendre. Merci très sincèrement pour votre présence et votre participation. J'y vois un signe que notre union, notre pôle Habitat FFB, rayonne, séduit, attire et fidélise. Merci à nos fidèles partenaires de nous avoir une nouvelle fois fait confiance et d'avoir participé activement aux travaux de notre journée. Permettez-moi de vous adresser au nom de nos 1130 adhérents que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter, notre témoignage de reconnaissance et d'amitié pour les contributions remarquables que vous avez apportées au développement de l'innovation et du savoir-faire de nos professions. Mes remerciements vont également à l'ensemble de nos intervenants et particulièrement aux représentants de nos adhérents et de leurs partenaires pour avoir accepté de partager ce matin leurs initiatives et leurs projets sur plusieurs enjeux de nos métiers. Beaucoup de sujets ont été abordés tout au long de cette journée. Je vais donc m'efforcer de ne pas vous assommer, mais d'évoquer plusieurs actualités en lien avec nos activités qui sont, vous le saviez mieux que quiconque, aujourd'hui soumises à de multiples pressions et contraintes exceptionnelles. Certaines sont conjoncturelles et d'autres sont structurelles. Elles appellent donc des réponses différentes. Nous sommes, vous êtes, confrontés à une situation inédite. Après une première crise liée au redémarrage de l'économie mondiale à l'automne 2020, puis une deuxième provoquée par l'envolée des prix de l'énergie à la fin de l'été 2021, les matériaux de construction subissent, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, une troisième crise. Celle-ci se traduit par une valse de hausse des prix, par des durées de validité très courtes des bordereaux de prix, parfois par des demandes de prise de commande sans engagement de tarif et par des difficultés de production qui conduisent à un fort allongement des délais de livraison, voire, dans certains cas heureusement peu nombreux, par de réelles pénuries. Dans ce contexte, nous n'avons cessé d'alerter sur le cadre très spécifique de nos contrats, sur les conséquences de l'inflation des prix de matériaux, sur les marges de nos entreprises et sur les risques de pénalités de retard liés à la difficulté d'approvisionnement. Parallèlement, nous avons eu de cesse d'alerter sur les cadres très spécifiques de nos contrats. Parallèlement, nous n'avons jamais cessé de plaider en faveur d'une solidarité de toute la filière et d'appeler au dialogue. Même si la situation financière et économique des constructeurs et des promoteurs reste globalement saine et que les défaillances enregistrées depuis le début de l'année demeurent à faible niveau, il est impératif que cette solidarité se concrétise en amont par des tempérances sur les prix, en aval par plus de faculté à répercuter des hausses sur les clients finaux. Personne n'a intérêt à ce que tel ou tel acteur de la chaîne ne mette le genou à terre, comme l'a si justement rappelé Olivier Saleron. Nous avons besoin des industriels, des fournisseurs, des entreprises, tout comme ils ont besoin des maîtres d'ouvrage que nous sommes et des clients que nous représentons. Les solutions pour gérer au mieux les difficultés considérables que nous rencontrons ne peuvent être que collectives. Et il est clair que chacun doit prendre sa part dans l'effort qui est à faire. Car tous les ingrédients semblent aujourd'hui réunis pour que nous assistions à une spirale inflationniste durable. Le problème, c'est que le porte-monnaie de nos concitoyens n'est pas extensible. Les surcoûts sont tels que les logements neufs se vendent aujourd'hui 20% plus cher que l'an dernier, soit une augmentation, y compris RE 2020, équivalente à la TVA.
Nombreux sont nos clients qui ne peuvent supporter les révisions de prix qui, même si elles ont été prévues au contrat, peinent de toute manière à couvrir les pertes de marge. Et nombreux sont ceux qui aujourd'hui sont exclus de l'accès au crédit sous le triple effet de l'augmentation des taux d'emprunt, d'un taux d'usure légal qui a pris de vitesse et des contraintes qu'impose le HCSF. Depuis mars 2021, le gouvernement est resté sourd à nos demandes et à nos propositions. Dans un contexte électoral peu propice à l'adoption de mesures d'ampleur, la FFB a néanmoins obtenu que le bâtiment soit intégré dans le plan de résilience. Au-delà des mesures pour les marchés publics, il était annoncé la possibilité de mettre en œuvre la théorie de l'imprévision pour les marchés privés, qui ne s'applique en réalité pas pour le CCMI ou les VFA, ainsi que la publication accélérée des BT à 45 jours. Cela reste bien évidemment et naturellement insuffisant. Avec le second tour des législatives, la grande parenthèse démocratique du printemps 2022 vient de se refermer. Dans quelques jours, le Parlement sera, je l'espère, de nouveau au travail. Et dans quelques jours, si tout va bien, nous devrions connaître la composition du nouveau gouvernement dans lequel nous espérons bien voir surgir enfin, une ou un ministre du logement de plein exercice. Car force est de constater que notre secteur du logement a bien été malmené pendant ce quinquennat. Ainsi, la situation actuelle révèle avec violence les problèmes structurels dont notre secteur souffre depuis de trop nombreuses années. Bercé par l'illusion d'un crédit immobilier à jamais accessible et peu cher, on nous avait promis un choc de l'offre à l'appui d'un choc de simplification qui se disait historiquement puissant. Dès l'automne 2017, nous ironisions sur l'offre en état de choc, tant les mesures annoncées et prises par la suite ont sidéré l'ensemble du secteur. Recentrage de l'ISF en IFI, suppression de l'APL accession, tentative de suppression finalement transformée en rabotage du PTZ en zone dite détendue, recentrage du Pinel sur le collectif, puis programmation de son extinction en sifflet, mise en place de la réduction de loyer de solidarité pour les secteurs sociaux, etc., etc., etc. Et les nuages n'ont cessé de s'accumuler. Accélération des cadences des mesures et des exigences sur le neuf pour contrer le dérèglement climatique, comme en témoigne la RE 2020, les dispositions relatives aux déchets de chantier, les évolutions environnementales et le zéro artificialisation nette. Averse d'exigences réglementaires de tous ordres, multiples études à réaliser en amont du dépôt des autorisations d'urbanisme, suppression des ratios de douche en collectif, attestation inutile à fournir en pagaille au permis de construire et à l'achèvement des travaux. Incitation à la multiplication d'exigences locales également, sous couvert de qualité d'usage et d'une grande acceptabilité des projets par les populations en place. On a vu le résultat. Instauration de processus de préinstruction dilatoire qui retardent à l'envi les projets et qui permettent à de trop nombreux élus de maintenir le pied sur le frein pour les permis. Le résultat de cette politique est un échec cinglant. Tandis que plus de 4 millions de Français souffrent de mal-logement, les mises en chantier de logements neufs continuent à baisser. Et tandis que près de 5 millions de Français vivent dans une passoire thermique, les moyens mobilisés pour massifier les rénovations énergétiques performantes restent insuffisants pour permettre le passage à l'acte. De fait, la charge logement des ménages propriétaires ou locataires ne cesse de croître. Les perspectives pour nos jeunes d'accéder à la propriété ne cessent de s'assombrir. Aujourd'hui, les Français doivent contracter en moyenne 6 années de revenus pour acheter un logement. C'est 2 fois plus que la plupart des pays de l'OCDE. L'insuffisance prise en compte des évolutions démographiques, sociologiques et territoriales, l'incessant développement de la métropolisation au détriment d'un aménagement équilibré des territoires, l'absence d'une politique de l'offre résolument volontariste pour répondre massivement aux besoins et l'alourdissement continu des contraintes qui s'appliquent à la construction ont créé le terreau de tensions des marchés devenus désormais insupportables dans de nombreux territoires.
Dans les situations extrêmes, ces tensions conduisent à incendier des agences immobilières ou à voir se développer des formes d'habitat précaires. Alors oui, face à une crise du logement qui augure une crise sociale profonde, il est indispensable que la mandature qui s'ouvre fasse du logement une grande cause nationale. Car je vais le dire clairement, on ne construit pas assez en France. On construit durable, on construit performant, mais on ne construit pas suffisamment. La politique du logement entreprenante que nous appelons de nos vœux, c'est celle qui réconcilie neuf et rénovation, individuel et collectif, construction et environnement, urbain et rural, sans dogme, sans idéologie. C'est celle qui encourage les acteurs, celle qui facilite les projets et qui lève les freins, celle qui permet de résorber les retards et de satisfaire aux attentes et aux capacités des ménages. Car dans le contexte actuel, faire du logement une grande cause nationale, c'est aussi placer le logement au cœur de la question du pouvoir d'achat des Français. Il est prévu que nous rencontrions dans quelques jours, il était prévu, mais pour l'instant c'est toujours prévu, la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Les urnes en ont décidé autrement. Je ne vais pas commenter la situation inédite du scrutin qui découle du scrutin des législatives, mais j'espère bien qu'elle ne sera pas synonyme d'attentisme et d'immobilisme, car les réformes qui doivent être menées sont nombreuses et pour certaines urgentes. En effet, il y a urgence. Urgence à protéger nos entreprises et notre appareil de production. Urgence à répondre aux besoins de tous les Français dans tous les territoires. Il y a urgence à écouter les acteurs, à leur faire confiance et à les laisser entreprendre. Il y a urgence à comprendre que le bâtiment, la construction, le logement forment une réponse positive aux défis sociétaux et environnementaux des années et des décennies à venir. Mes chers amis, gageons qu'un dialogue constructif avec les acteurs se noue avec les prochains exécutifs dans le cadre des assises du BTP, évoquées par le président Saleron en ouverture. Espérons qu'il nous soit fait confiance pour participer à bâtir une vision cohérente et globale dans les choix politiques des prochaines semaines et des prochains mois. Nous y porterons bien sûr les mesures de court terme indispensables pour nous adapter à un environnement en profonde mutation. Gel des pénalités de retard en CCMI et en VFA, accompagnement de la trésorerie des entreprises, prise en compte de l'évolution du BT01, entre la signature du contrat et l'ouverture du chantier, assouplissement des octrois de prêts immobiliers et révision de la formule du calcul du taux d'usure. Au-delà de très nombreuses propositions formulées par les FFB dans France, terre de bâtisseurs, poursuivent cet objectif de mettre au point une politique du logement volontarisme, pragmatique, positive et naturellement entreprenante. Soutenir l'accession à la propriété sans discrimination territoriale, compenser les surcoûts de la RE 2020, créer un statut universel du bailleur privé, accélérer le traitement des recours contre les retraits et les refus de permis de construire, instaurer un permis déclaratif et concilier le ZAN avec les besoins de développement des territoires. Mes chers amis, l'heure n'est pas au fatalisme, ni au catastrophisme, ni au pessimisme. Ce n'est pas dans l'ADN des chefs d'entreprise que nous sommes et l'organisation professionnelle que je représente. Nous sommes entrés dans un monde nouveau, un monde durablement inflationniste et sans doute moins mondialisé. Un monde dans lequel les crises, qu'elles soient sanitaires, énergétiques, climatiques, économiques, géopolitiques, risquent d'être plus nombreuses, plus fréquentes et parfois concomitantes. L'histoire montre qu'à chaque crise majeure, nos métiers, nos organisations, nos entreprises ont su s'adapter et se transformer et se réinventer. À chaque fois, nous avons su accompagner les mutations de notre société et nous adapter à notre environnement politique et économique. Alors à nouveau, ensemble, avec votre union, avec notre union, avec la FFB, anticipons, innovons, saisissons les opportunités et préparons l'avenir. Réenchantons la construction, encourageons l'acte de logement.
Projetons-nous dans une dynamique progressive, positive et productrice pour nos entreprises, pour nos emplois et pour nos territoires et pour nos clients de nouveaux logements. Ensemble, mobilisons-nous, battons-nous pour mettre en place des politiques entreprenantes. Vive le logement, vive le pôle habitat et vive la FFB. Merci.